Chaque méchant célèbre de l'horreur a besoin d'un rival. Il y a d'abord eu Freddy contre Jason, puis Alien contre Predator, et maintenant nous avons Mickey contre Winnie. Mais si un des héros de votre enfance prenait tout à coup vie et commençait à vous chasser vous et vos amis pour le plaisir, que feriez-vous? Cette souris est sur le point de transformer une salle d'arcade entière en son arène de la mort personnelle. Et ça va devenir dingo là-dedans. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le méchant Mickey dans Mickey's Mousetrap. Mickey vient à la fête d'anniversaire et il a l'intention de trancher beaucoup plus que le gâteau. On est vendredi 13 et deux détectives interrogent cette gothique, Rebecca, sur son rôle dans une des affaires les plus étranges de toute leur carrière. Plusieurs de ses amis sont morts sans explication et ils essaient de comprendre pourquoi. Mais la jeune fille répond que la façon dont ça s'est passé est bien plus intéressante. Selon elle, c'est le genre d'histoire qu'on ne peut pas oublier, et elle les prévient qu'une fois qu'ils connaîtront la vérité, ils pourront tous être considérés comme morts. Pourtant, les officiers ne veulent pas la laisser partir sans entendre sa version de l'histoire. Mais si elle veut vraiment tout expliquer correctement, elle va devoir commencer par le début. Une nuit plus tôt, ses amis Alex et Jaina ont travaillé tard au complexe d'arcade Fun Haven. Pendant que Jaina s'amusait sur son téléphone, Alex s'occupait d'un gamin qui avait un petit bobo sur le bras. Il lui a demandé à tout hasard si elle était en couple. Mais quand elle a répliqué en plaisantant s'il voulait être son petit ami, il a tout de suite commencé à l'engueuler en lui disant qu'elle ferait mieux de sortir avec quelqu'un de son âge. Embarrassée, elle est retournée au comptoir pour parler à Jaina. Mais c'est alors que leur manager Tim est arrivé avec de mauvaises nouvelles. Quelqu'un avait réservé l'endroit pour quelques heures après la fermeture ce soir-là. Et il avait besoin que les deux filles restent pour aider à tout mettre en place. Bien qu'elles ne soient pas très enthousiastes au début, après avoir entendu qu'elles seraient payées le double, les filles avaient accepté à contre-cœur de rester jusqu'à la fin de la petite fête. Mais ça, ce sera leur plus grosse erreur. Pendant que ses employés travaillent d'arrache-pied, Tim décide de se détendre en buvant un verre et en regardant de vieux dessins animés dans sa salle de ciné privée. Il s'assoit et charge une copie de Steamboat Willie sur son projecteur. C'est alors que tout bascule. Alors que le dessin animé est en train de passer, il est surpris par un étrange caquettement qui semble provenir de quelque part dans la pièce. Déconcerté, il crie en pensant qu'il s'agit d'une des employées, mais il commence à s'inquiéter quand personne ne lui répond. Il se lève et renverse accidentellement un peu de sa boisson sur le câble effiloché, ce qui provoque une étincelle. Et derrière lui, le personnage disparaît mystérieusement de l'écran. Tout à coup, le masque en plastique dans sa vitrine commence à lui parler d'une voix démoniaque, le défiant de le maître. Et il se dirige vers lui comme s'il était sous l'emprise d'une sorte de contrôle mental, sans se douter qu'il est sur le point de se livrer à un véritable carnage. Ok, on dirait que Tim vient de vivre son expérience de bouffon vert, mais je ne pense pas que Tobey Maguire soit sur le point d'arriver pour sauver la situation. Quant à ce qui vient de se passer ici, nous avons beaucoup de preuves qui montrent que c'était plus qu'une simple dépression mentale. On pourrait vouloir faire comme Jamie Foxx et mettre ça sur le compte du bébé alcoolique. Mais non, je pense qu'il est évident que ce type a tout simplement été possédé par une sorte d'esprit démoniaque de Mickey Mouse. Mais comme l'a dit Rebecca, c'est sur la façon dont ça s'est passé qu'il va falloir se concentrer. L'activité paranormale a commencé dès que Tim a lancé la vidéo, ce qui laisse penser que la bande elle-même pourrait être maudite. Quand il a renversé son verre, la perturbation électrique a dû créer une sorte de passerelle entre les dimensions, ce qui a permis au Mickey maléfique de passer dans notre monde et d'habiter le masque. Et maintenant que Tim a cédé aux suggestions de l'entité, celle-ci va pouvoir influencer ses actions et le forcer à se lancer dans une folie meurtrière. Comme nous savons tous maintenant comment ça a commencé, nous allons pouvoir utiliser cette information pour trouver un moyen de la vaincre. La bataille contre Mickey sera fort probablement la même que celle qu'on a déjà vue contre un démon, comme dans l'Exorciste, mais avec quelques détails en plus. Cette fois-ci, nous avons le masque et la bande comme objets sur lesquels nous pouvons nous concentrer, ainsi que les preuves de la surtension électrique et un homme physique auquel l'esprit maléfique s'est attaché, ce qui nous donne déjà beaucoup d'options pour nous défendre. Puisque l'esprit est entré dans notre monde par le biais de la surtension, il est possible que la reconstitution d'un événement similaire permette de le renvoyer. De plus, frapper Tim avec une puissante décharge électrique pourrait perturber l'esprit de manière à l'affaiblir, ce qui nous donnerait la possibilité de contre-attaquer. Ensuite, il y a la bande et le masque. Ces deux objets sont manifestement liés d'une manière ou d'une autre à la présence de l'esprit ici, et il est donc fort probable que leur destruction puisse annuler ces liens avec notre monde physique. Si les objets sont en quelque sorte impossibles à détruire, les placer dans une cage de Faraday pourrait les empêcher d'envoyer ou de recevoir des signaux électriques pendant que nous essaierons de trouver un autre plan.
Bien sûr, le fait de savoir qu'il est directement lié à Tim signifie que le battre sans ménagement serait une option viable aussi, à moins que Miken lui ait donné des pouvoirs surnaturels. Mais quand vous vous rendrez compte à quel genre d'idiot il a été confronté, vous comprendrez sans doute pourquoi autant de personnes sont sur le point d'être tuées. Après la fermeture, Jaina est encore en train de faire des siennes. Alors qu'Alex travaille sans relâche pour tout ranger avant la fête, elle remarque que Jaina se montre particulièrement amicale pendant qu'elle fait une pause. Et elle devine à juste titre que c'est parce qu'elle veut quelque chose. La jeune fille avoue qu'elle veut s'éclipser un moment pour aller voir un garçon, mais elle lui promet qu'elle sera de retour à temps pour l'aider à ranger le complexe. Consciente que rien ne pourra l'en dissuader, Alex cède à contre-cœur à la pression de sa copine, persuadée qu'elle ne reviendra probablement jamais. En attendant, Alex s'amuse avec les jeux d'arcade jusqu'à ce qu'elle soit brusquement interrompue par un mystérieux appel téléphonique. Elle se dit qu'il s'agit probablement du client et se précipite pour répondre à l'appel. Mais quand elle décroche, la personne à l'autre bout du fil ne répond pas. Perplexe, les inspecteurs demandent à Rebecca comment elle peut connaître tous ces détails alors qu'elle n'était même pas encore sur place. Mais elle explique qu'elle ne fait que répéter ce qu'Alex lui a raconté. Il y a juste un problème. La police a vérifié tous les relevés téléphoniques de la salle de jeu cette nuit-là, et rien ne permet d'affirmer que cet appel a vraiment eu lieu. Rebecca ne peut pas l'expliquer, et il semble que demander à Alex ne soit pas une option. Alors leur seul choix est de la laisser continuer son histoire. Après avoir raccroché, Alex retourne se préparer pour la fête, sans se rendre compte que la souris l'a observé à travers la vitre pendant tout ce temps. Tout à coup, elle commence à entendre le thème musical du personnage qui provient d'un autre endroit du bâtiment, et elle se met à fouiller nerveusement les lieux à la recherche de la source du bruit. Elle suit le sifflement jusqu'à l'entrée, et au moment où elle arrive à l'angle, elle remarque une silhouette étrange qui se tient près des portes. Pensant qu'il s'agit d'un de ses potes, Alex l'interpelle et demande qui est là, mais quand il se retourne, elle se rend compte qu'il s'agit en fait d'un homme de grande taille portant un vieux masque de Mickey tout pourri. Terrifiée, Alex repart en courant dans la salle d'arcade. Mais il semblerait que ce cauchemar ne fasse que commencer. Sprintant à travers l'espace de restauration, la jeune fille est surprise quand elle manque de percuter de plein fouet un groupe de ses amis. Il s'avère que la fête était en fait une surprise pour son anniversaire qui approche à grands pas. Et son copain bizarre Marcus a secrètement planifié toute cette opération. Ils sont amis depuis qu'ils sont gamins et ont toujours fêté leurs anniversaires à cet endroit. C'est pourquoi il a pensé que ce serait un bon endroit pour le faire. Alex le serre dans ses bras et le remercie d'avoir invité tout le monde, à l'exception du joueur de hockey Ryan qui s'est en quelque sorte invité lui-même. Après avoir pris un verre, ils sortent le gâteau d'Alex et la regardent souffler les bougies sans se douter que la souris les observe déjà dans l'ombre, attendant patiemment l'occasion de frapper. Ok, attendez un peu, tu rigoles là, tu te fous de moi ? Non, sérieusement, je pense que je devrais peut-être me faire enregistrer dans un établissement psychiatrique parce que je suis en train de péter les plombs là. Vous êtes en train de me dire qu'Alex est sur le point de passer à autre chose sans dire un mot sur ce qu'elle vient de voir? C'est pas Mickey Mouse, c'est Mickey Myers, espèce d'idiote! On fait face à une menace du niveau des Avengers là-bas et toi t'es occupé à souffler les bougies et à faire ton vœu d'anniversaire alors que ce que tu devrais faire c'est souhaiter qu'une équipe du SWAT entre par les fenêtres et sauve vos vies de ce malade incontestable. Peut-être qu'elle pense que c'est juste un prank, les amis, mais non, même pas en rêve. On a un appel téléphonique mystérieux sans personne à l'autre bout du fil. Peut-être qu'elle pense que c'est juste un prank, les amis, mais non, même pas en rêve. On a un appel téléphonique mystérieux sans personne à l'autre bout du fil. On a cet étrange sentiment d'être toujours observé, et elle vient littéralement de voir le type enchaîner la porte, ce qui l'a obligé à prendre ses jambes à son cou quand il a commencé à la poursuivre. Mais Alex n'a toujours pas compris qu'elle était dans un film d'horreur. Non seulement ça, mais elle a complètement décroché à l'instant même où elle a vu ses amis, comme si on lui avait enlevé le cerveau chirurgicalement pour le remplacer par celui d'un poisson rouge. Ça doit être une des choses les plus incroyablement stupides que j'ai jamais vu faire. Très bien, prenons une respiration. On va tous se calmer une seconde. Bon, vous avez sans doute compris depuis le temps que je ne pense pas que rester calme soit la réaction appropriée ici. Si jamais vous rencontrez ce genre de situation, la première chose à faire est de dire immédiatement à tout le monde qu'il y a un tueur masqué dans le bâtiment. Puis, en même temps que j'appellerai la police, j'utiliserai mes amis ici présents comme bouclier d'anniversaire. Et je me précipiterai vers la sortie la plus proche qui se trouve être juste là. Il n'y a aucun moyen de savoir depuis combien de temps il est là ou combien de portes il a déjà franchies. Mais il y a encore une chance que nous trouvions celle qu'il a oubliée et que nous l'utilisions pour nous échapper vers la liberté. Même si elles sont toutes verrouillées, il y a encore de nombreux moyens de sortir de l'immeuble, à condition d'être créatif. En plus d'appeler la police, je demanderai à quelqu'un d'essayer d'appeler Jaina, parce qu'elle pourrait arriver plus tôt et ouvrir une porte pour nous laisser sortir. Agir maintenant, c'est se donner les meilleures chances de survie, parce que plus on attend, plus il aura le temps de se mettre en place.
Et une fois qu'il aura commencé à éliminer les gens un par un, il n'y aura plus de bouclier pour nous protéger. Je ne perdrai pas une seconde avant d'essayer de trouver un moyen de sortir de ce bâtiment. Mais Alex ici présente semble heureuse de faire comme si rien ne s'était passé. Et ça va revenir les hanter bien assez tôt. C'est peut-être la fête d'Alex, mais on dirait que tous les membres du groupe ont une idée différente de la façon dont ils devraient attaquer les choses. Ryan veut déjà commencer à jouer à des jeux d'alcool, mais ses autres amis répliquent qu'il devrait laisser Alex décider. Sentant venir la bagarre, elle les entraîne tous vers les machines de basket. Mais ils ne se rendent toujours pas compte que Mickey est sur le point de s'incruster à la fête. Après quelques verres, son ami Danny commence à s'agacer de l'attitude trop compétitive de Ryan. Pendant qu'ils discutent, Paul reçoit un message vocal de leur ami Jackie, lui demandant de la rejoindre au Jungle Gym pour passer un peu de temps seul à seul. Comme il est trop gentleman pour décliner l'invitation, il part immédiatement à sa suite, laissant Marcus et les autres derrière lui. Dès qu'il est parti, Marcus fait une blague sur le fait qu'ils seraient les premiers à mourir si c'était un film d'horreur. Mais les filles ne trouvent pas ça très drôle et lui disent qu'il a l'air d'un tueur en série, alors que le pauvre gars essayait juste de s'intégrer. Paul suit Jackie dans le Jungle Gym et il l'aperçoit qu'il attend à l'un des niveaux supérieurs. Il commence immédiatement à se déshabiller, pendant qu'ils sont tout seuls. Mais ils sont tellement distraits qu'ils ne remarquent même pas la souris qui les observe à quelques mètres de là. Pendant qu'il joue encore au basket, Alex est obligé de dire à ses amis d'arrêter de prendre des photos pour que son patron ne découvre pas qu'elle a fait la fête pendant son service. Pendant ce temps, Ryan s'éloigne pour prendre un appel téléphonique et il prévoit une petite surprise de son côté. Ses potes de l'équipe de hockey traînent dans un bar voisin et leur plan est de pousser Marcus à s'y rendre afin qu'il puisse le frapper pour avoir essayé d'impressionner Alex, parce que Ryan pense l'avoir revendiqué en tant que petit ami. Il s'avère que Tim, le propriétaire, a fait partie de l'équipe lui aussi. Mais aujourd'hui, il s'occupe d'un autre genre de coup. Quand il revient vers le reste du groupe, Ryan découvre la règle des photos interdites et il décide que ce serait amusant que tout le monde mette son téléphone dans un sac pour le reste de la soirée. Le seul à hésiter est Marcus. Mais après avoir subi la pression de son entourage, il accepte finalement de jouer le jeu, même si Alex l'aurait soutenu de toute façon. C'est alors qu'Alex se rend compte qu'elle n'a pas vu Paul ou Jackie depuis un moment. Mais les autres lui disent qu'ils sont occupés à passer du bon temps à leur manière. Alors que le groupe se sépare à nouveau, les filles remarquent que Rebecca n'a pas l'air de s'amuser. Elles lui demandent pourquoi et se rendent compte qu'elle a secrètement des sentiments pour Alex, ce qui ajoute une nouvelle personne au pentagone de l'amour. Elle décide d'aller chercher d'autres boissons. Mais en ce qui concerne Rebecca, la bonne nouvelle, c'est que Mickey est sur le point de commencer à réduire la concurrence. Dans le Jungle Gym, Jackie demande à Paul s'il a apporté de quoi se protéger. Mais il n'y a rien qui pourra les sauver de ce qui est sur le point de se produire. Alors qu'ils commencent à s'embrasser, ils entendent un bruit étrange venant de quelque part dans l'obscurité. Et c'est alors que Mickey sort de son coin, révélant qu'il les a matés pendant tout ce temps. Terrifié, Jackie hurle à plein poumon, mais il est déjà trop tard. Et il ne leur reste absolument aucune échappatoire quand la souris fonce sur eux. Ça fait 2 victimes, et il en reste 12. Ok, il semble que Marcus avait raison, mais je pense que nous le savions tous avant que ça n'arrive. Dès que ces deux-là sont partis pour flirter ensemble, leurs amis auraient tout aussi bien pu commencer à planifier leurs funérailles, parce qu'il n'y avait absolument aucune chance qu'ils reviennent vivants. En plus, ces crétins ont l'air d'avoir les pires compétences en matière de survie que personne n'ait jamais eues. Je veux dire, comment ont-ils pu mettre autant de temps à remarquer le type déguisé en Mickey qui les regardait de manière menaçante à 1,50 m de distance? Et il n'a même pas utilisé d'armes. Il s'est contenté de courir vers eux comme s'il voulait leur faire un câlin. Plus tard, il se procurera un couteau, mais nous avons tous pu constater qu'il n'en a absolument pas utilisé ici. Donc, au lieu de rester planté là et de crier comme 2 bébés sans défense, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose? Maintenant, il y a 2 approches possibles dans cette situation. La première consisterait à essayer d'utiliser l'avantage du nombre pour riposter à 2 contre 1. Mais la vérité, c'est que nous n'avons aucune idée de ce dont un type comme lui est réellement capable. De mon point de vue, la meilleure approche est de commencer immédiatement à courir pour sauver sa vie et de pousser l'autre personne sur son chemin si vous avez besoin de gagner du temps pour vous enfuir. Pendant la poursuite, nous pouvons utiliser la structure complexe du Jungle Gym pour nous aider à nous échapper en utilisant les obstacles à notre avantage. Trouver un moyen de descendre semble être le choix le plus évident, mais si vous devez monter, ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. En prenant de la hauteur, il sera plus difficile pour lui de vous atteindre si vous pouvez lui donner un coup de pied au visage. Et les niveaux supérieurs des Jungle Gyms sont généralement des endroits où vous trouverez un côté que vous pouvez utiliser pour sortir plus rapidement. Pendant ce temps, je crierai à l'aide aussi fort que possible et j'utiliserai mon téléphone pour appeler la police ou pour avertir les autres. Tous les autres ont mis leur téléphone dans le sac, mais Paul et Jackie étaient déjà loin du groupe quand c'est arrivé. Ça veut dire que c'est toujours une option viable.
S'ils vous rattrapent, vous devrez vous donner tous les avantages possibles. Et ils n'ont peut-être pas beaucoup d'armes potentielles qui traînent, mais une paire de chaussures ou même votre ceinture pourrait être utilisée pour riposter en cas de besoin. Peu importe comment ils parviennent à s'enfuir, ma prochaine priorité après avoir survécu à ça serait de trouver les autres et de foutre le camp d'ici. Ou de trouver un endroit sûr où nous pourrons nous mettre à l'abri jusqu'à l'arrivée des renforts. Pendant ce temps, tous les autres sont trop pris dans une partie de air hockey pour s'apercevoir de ce qui se passe avec leurs deux amis dévergondés. Au snack, une des filles remarque que le couteau du gâteau a disparu, mais personne d'autre ne semble savoir ce qu'il est devenu. Ryan commence à se sentir un peu saoul et il s'en prend à Marcus, cherchant à nouveau la bagarre. Mais Alex intervient avant qu'il n'y ait de problème en disant qu'il devrait plutôt aller dans un vrai bar au lieu de ça. L'idée plaît à tous les autres. Mais il y a un tout petit problème. Quand ils arrivent à la porte d'entrée, ils se rendent compte qu'elle a déjà été enchaînée. C'est pas comme ça que le propriétaire fermerait normalement son établissement à clé. Alex se dit donc qu'il doit y avoir une autre explication. Au même moment, Rebecca découvre que le sac contenant tout leur téléphone est vide, et ils en déduisent que Paul et Jackie leur font une sorte de mauvaise blague. Marcus suggère d'essayer de sortir par l'entrée de service, quand Alex se souvient enfin du type au masque et pense à en parler aux autres, disant même qu'il devait probablement s'agir de Paul. C'est alors qu'ils découvrent que la porte de derrière est également enchaînée, ce qui veut dire qu'ils sont piégés à moins de trouver les clés. Alex propose alors de transformer la situation en jeu. Celui qui les trouvera en premier aura droit à des boissons gratuites pour le reste de la soirée, ce qui suffit à motiver Ryan pour qu'il se lance immédiatement à leur recherche. Danny se souvient avoir vu ces deux-là entrer dans le Jungle Gym, et il décide donc de commencer par là. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils vont trouver. Au lieu de les accompagner, Marcus arrête Alex pour lui parler seul à seul. Il lui dit à quel point Ryan apprécie la jeune femme. Mais elle lui avoue qu'elle n'est pas vraiment attirée par lui. C'est alors qu'il lui révèle qu'il a caché un cadeau d'anniversaire dans la salle de restauration. Pendant qu'ils sont occupés, tous les autres se séparent pour fouiller différents endroits du bâtiment, essayant de trouver Paul et Jackie pour qu'ils puissent sortir de là. Ryan se rend au Jungle Gym en premier, et quand il arrive sur la scène du crime, il s'effraie en tombant sur la souris qui se tient toujours dans l'obscurité. Il pense qu'il s'agit de Paul. Il en rigole et s'approche pour lui faire un high five, mais la souris lui remballe son sourire sans même dire un mot. Ailleurs dans le bâtiment, Rebecca fouille dans l'arène du laser game, de plus en plus frustrée de voir que ses amis continuent à jouer. Quand elle se retourne, elle se retrouve subitement face à face avec l'homme au masque, mais elle est toujours convaincue que tout ça n'est qu'une plaisanterie, jusqu'à ce que Mickey sorte un couteau couvert de sang. La jeune fille tente de reculer, mais le tueur disparaît on ne sait trop comment pour réapparaître juste devant elle, manquant de peu de lui asséner un coup au visage. Dans sa chute, elle active accidentellement le mode stroboscopique de sa lampe torche. Et c'est alors que quelque chose d'étrange se produit. La lumière clignotante fait tituber la souris et la fait reculer de douleur. Puis elle s'enfuit en courant, laissant Rebecca en vie pour l'instant. Ok, notre petite Rebecca l'a échappé belle, et nous venons d'apprendre quelque chose d'extrêmement important. Mais avant d'en parler, je voudrais prendre une seconde de plus pour apprécier le fait qu'ils sont totalement inconscients qu'ils sont en grand danger. Voyons ce qu'il en est. Le couteau du gâteau a disparu. Boum! Les deux portes sont fermées par des chaînes. Boum! Alex leur a même dit qu'elle avait vu un type masqué le faire. Et maintenant, tout à coup, des gens de leur groupe commencent à disparaître mystérieusement, si bien que tout le comité de la fête est en train de tomber comme des mouches. Et ils continuent à faire comme s'il n'y avait absolument rien à craindre. Non mais sérieusement, c'est vraiment incroyable, et je commence à me dire qu'ils l'ont peut-être bien cherché après tout. Au moins, Rebecca sait ce qui se passe, et elle va pouvoir prévenir le reste du groupe avant qu'il ne soit trop tard. Même s'il ne sera pas facile de s'en sortir vivant puisque ce type peut apparemment se téléporter dans la pièce comme Diablo, elle vient de découvrir une faiblesse que les autres ne remarqueront que bien plus tard. Maintenant, réfléchissez-y de cette façon. Si Mickey peut se téléporter, alors pourquoi a-t-il dû s'enfuir à pied quand la lumière était pointée sur lui ? Ça doit être parce que la lumière stroboscopique réduit en quelque sorte sa puissance. Et le savoir nous donne un énorme avantage tactique pour la prochaine rencontre. Pour commencer, Rebecca doit retrouver les autres. De cette façon, ils pourront commencer à travailler sur un plan d'évasion et elle aura beaucoup de soutien si le tueur s'en prend de nouveau à eux. La première chose à faire est de se procurer autant de lampes de poche que possible, parce qu'ils pourront utiliser la fonction stroboscopique pour les protéger de son tour de téléportation et l'empêcher de les bloquer chaque fois qu'ils essaieront de s'enfuir. Je prendrai aussi des piles de rechange au cas où, et je pense qu'ils devraient pouvoir trouver tout ça quelque part dans l'arrière-boutique. Les portes sont enchaînées et cadenassées, mais ce n'est plus vraiment un problème parce que, à ce stade, nous allons simplement casser les vitres.
Nous expliquerons les dégâts au patron plus tard, parce que pour le moment, nous devons faire tout ce qui est nécessaire à notre propre survie. Le moyen le plus simple de sortir de cette situation est de trouver un extincteur ou un marteau pour fracasser les vitres, puis de s'enfuir jusqu'à ce qu'on puisse se mettre à l'abri en utilisant le stroboscope contre Mickey s'il essaie de s'interposer. Maintenant, si pour une raison quelconque ils ne peuvent pas sortir, ils peuvent toujours choisir un endroit défendable dans le bâtiment et créer une zone sécurisée où ils pourront tous attendre l'arrivée des secours. Je me dirigerai vers le bureau du gérant où ils pourront regarder les caméras de sécurité. Ainsi, ils sauront toujours ce qui se passe dans le bâtiment. Ils devraient fabriquer des armes avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Et s'ils se téléportent dans leur zone sécurisée, il suffira de le viser avec les lumières stroboscopiques et de lui botter le cul en équipe. Ils le battent déjà par le nombre. Et maintenant, ils ont une arme secrète qu'ils peuvent utiliser contre lui. Mais je suis sûre qu'ils vont quand même trouver un moyen de faire foirer tout ça. Même s'ils sont censés rechercher leurs amis, les autres ne peuvent s'empêcher de se laisser distraire par toutes les choses aléatoires qui se trouvent dans la salle d'arcade. Danny finit par faire une sieste à bord d'un wagon de manège. Mais c'est maintenant au tour de Marie de faire un tour dans le Jungle Gym de la mort. En tournant dans un coin du parcours, elle aperçoit la souris qui lui tourne le dos. Et elle lui crie dessus pensant qu'il s'agit seulement de Ryan qui fait une blague. Tout à coup, l'homme se retourne et lui montre qu'il a un couteau, puis projette le sang de ses amis sur son visage depuis l'autre bout du tunnel. Le tueur se précipite sur elle en frappant sauvagement dans le vide, mais elle parvient à s'échapper en se faufilant dans un passage étroit et en empruntant le toboggan. Au même moment, Marcus demande à Alex de fermer les yeux et il l'emmène dans la salle de restauration où il a préparé un cadeau surprise. Quand elle s'assoit, elle se rend compte qu'il s'agit de boîtes de bonbons acidulés de tous les pays du monde. Ce dont Marcus se souvenait puisque c'était ses friandises préférées quand ils étaient petits. Il commence enfin à la séduire, et Alex lui dit même de l'inviter à sortir avec lui. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ils sont brutalement interrompus quand Marie entre en courant dans la pièce avec une nouvelle terrifiante. Alors qu'elle se tient debout, couverte du sang de quelqu'un d'autre, elle explique calmement que Ryan est devenu un véritable Jason Voorhees. Alex réfléchit rapidement et estime que la meilleure chose à faire dans une telle situation est de se séparer pour aller au bureau allumer les lumières de surveillance, tandis que les deux autres restent là sans rien faire du tout. Marie prouve qu'elle est vraiment le cerveau de l'opération, en disant qu'il pourrait appeler la police. Et Marcus se rend compte qu'il pourrait utiliser le téléphone fixe dans ce cas. Alex parvient sans encombre jusqu'à l'arrière-boutique, mais une fois sur place, elle remarque quelque chose d'étrange. L'ordinateur n'affiche que le vieux dessin animé Steamboat Willie. Et quand elle essaie de décrocher le téléphone, elle entend le tueur la narguer à l'autre bout du fil d'une voix démoniaque. Il dit à la jeune fille qu'il veut jouer à cache-cache avec ses amis, mais il les prévient que se faire prendre pourrait être mortel. Pendant que tout ça se passe, les potes de Ryan attendent toujours qu'il se pointe au bar. C'est alors qu'ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir. Et quand ils se retournent, ils s'aperçoivent que ce n'est que le type au masque, et se disent qu'il doit s'agir de Marcus. Les garçons l'encerclent immédiatement, et leur chef lui donne une chance de s'en sortir en douceur, en l'avertissant de ne pas s'approcher de la copine de Ryan, sinon... La souris se contente de secouer la tête, et il est clair que leur tentative d'intimidation n'a pas fonctionné. Avant même qu'ils ne puissent réagir, la souris saisit une crosse de hockey et élimine 3 d'entre eux en un clin d'œil, ne laissant que le chef encore debout. Horrifié, il commence à supplier la souris de l'épargner. Mais celle-ci n'est pas venue pour faire des prisonniers, et elle lui rompt le cou d'un seul coup. Ça fait 6 victimes, et il en reste 8. Ok, quelqu'un doit mettre Mickey au banc des accusés, mais je suppose que ce ne sera pas un de ces clones. On vient d'apprendre quelque chose de nouveau sur le tueur. Non seulement il peut se téléporter, mais il est aussi assez fort pour gagner un 4 contre 1 sans transpirer. Donc, si nous voulons survivre, nous allons devoir trouver un moyen de contrer ses capacités surnaturelles. Nous savons que les lumières stroboscopiques permettent de l'étourdir. Mais qu'en est-il si nous voulons trouver un plan pour l'abattre pour de bon? La première étape consisterait à le faire entrer dans une zone de la salle d'arcade qu'on pourrait fermer, comme une salle de réception ou un bureau dont on pourrait verrouiller la porte. Ça ne le retiendra pas très longtemps vu qu'il peut se téléporter. C'est pour ça qu'on va devoir utiliser les lumières stroboscopiques pour le maîtriser. Ils doivent d'abord neutraliser Mickey à l'aide des lumières stroboscopiques, puis travailler ensemble pour le submerger en utilisant leur nombre supérieur et toutes les armes improvisées qu'ils pourront trouver. L'objectif final étant simplement d'enlever le masque. Le simple fait de l'enlever de sa tête pourrait suffire à faire sortir Tim de son état. Mais je suggère de brûler le masque et la bande vidéo dans un grand feu une fois que nous aurons mis la main dessus. Juste pour être sûr. Les autres se regroupent au bar, mais personne n'a réussi à obtenir quoi que ce soit. La visite d'Alex au bureau s'est soldée par un échec, et Marcus dit que les lignes téléphoniques sont toutes coupées dans le bâtiment.
Ils prennent des lampes de poche et décident d'essayer à nouveau la sortie de secours. Mais ils oublient que leurs deux amis sont toujours portés disparus quelque part dans la salle d'arcade. La souris, elle, ne les a pas oubliés. Et elle vient juste de trouver Danny endormi sur le siège avant du manège. Elle l'attache dans le siège et met le manège en marche avant que cet imbécile ne comprenne ce qui se passe. Et quand il se réveille enfin, il n'a plus aucun moyen de s'enfuir. Terrifié, Danny commence à avoir une crise de panique alors que le manège tourne encore et encore autour de la piste. Et il crie pour que quelqu'un l'arrête tandis que la souris reste là à lui rire au nez. Après s'être bien amusé, le manège s'arrête enfin. Mais alors que Danny sort de son siège en titubant, il voit la souris se diriger vers lui avec le couteau, ce qui l'oblige à s'enfuir dans une autre partie de la salle d'arcade. Quand Alex et son groupe atteignent la sortie, ils sont horrifiés de trouver les corps de Paul et Jackie entassés contre la porte, avec une pancarte indiquant « Ce jeu n'est pas pour les couples ». La porte est également toujours enchaînée, ce qu'ils savaient déjà, ce qui veut dire qu'ils sont dans une nouvelle impasse. Mais c'est alors qu'Alex se rend compte qu'il pourrait casser la vitre de la porte d'entrée pour s'échapper. Et cette fois, ils décident de rester ensemble pour aller chercher des outils dans les locaux. Leur amie Gemma, quant à elle, joue depuis tout ce temps à un jeu de réalité virtuelle. Et elle n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Elle est tellement prise dans le jeu qu'elle ne remarque pas la souris qui apparaît juste derrière elle. Et quand elle lui tapote l'épaule, elle remet rapidement le casque en place en pensant que ça faisait juste partie de l'expérience. La souris revient pour se montrer un peu plus effrayante encore dès qu'elle ne la voit plus. Mais cette fois-ci, elle est convaincue qu'il s'agit d'une plaisanterie de ses amis. Après avoir répété le même manège une nouvelle fois, il semble que la souris s'apprête finalement à la tuer. Mais elle décide de la laisser en vie pour le moment. Au poste de police, les inspecteurs interrompent le récit pour demander à Rebecca comment elle en sait autant sur les événements qui se sont produits alors qu'elle n'était pas dans la pièce. Elle répond qu'elle a tout vu sur les images de vidéosurveillance. Et c'est bien là le problème. Les policiers ne peuvent obtenir aucune preuve parce que les images ont été effacées. Dans la salle d'arcade, Alex et les autres se précipitent vers la sortie principale et constatent que la souris les a déjà isolés. Alors qu'elle tape sur la vitre avec son couteau pour les faire flipper, Marcus se rend compte qu'il pourrait utiliser l'alarme incendie pour appeler les secours sans avoir besoin de leur téléphone. Ils pourront ensuite se rendre tous les trois sur le toit, barricader l'entrée et attendre l'arrivée des renforts. Mais Alex doit retourner au bureau pour activer l'alarme, et elle laisse Marcus et Marie ici près du bar au cas où ils auraient une chance de se regrouper avec les autres. Dès qu'Alex déclenche l'alarme, Marcus annonce le plan à l'interphone en demandant à tous ceux qui sont encore en vie de les rejoindre sur le toit. Mais maintenant, la souris sait elle aussi exactement où les trouver. Visiblement, Gemma parvient à trouver Alex dans les bureaux, mais elle ne sait toujours pas qu'ils sont tous en danger. Alex fait rapidement signe à la jeune fille de ne pas faire de bruit. Mais avant qu'elle ne puisse se mettre à l'abri, la souris apparaît tout à coup derrière elle et lui tranche brutalement la gorge. Ce qui fait 7 victimes, et il en reste 7. La souris commence à s'en prendre à Alex, mais elle laisse heureusement tomber sa lampe de poche, ce qui active le mode stroboscopique et fait disparaître le monstre pour l'instant. Ok, cette mort est peut-être l'une des plus embarrassantes qu'il m'ait été donné de voir. Si ignorer les signaux d'alarme était un sport olympique, Gemma serait encore en vie, parce qu'elle aurait participé à une compétition à Paris 2024 au lieu de se faire tuer par un personnage de dessin animé du domaine public dans un Chuck E. Cheese de pacotille. Il y a les inconscients et il y a les abrutis. Mais faut vraiment faire quelque chose de particulier pour se faire remarquer comme le plus grand des abrutis. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Gemma. Tu as merdé. Alors, soyons clairs. Tu as découvert qu'un mystérieux individu rôdait dans le bâtiment, enchaînant les portes pour t'enfermer à l'intérieur et volant les téléphones de tout le monde. Tes amis sont tous en train de paniquer en essayant de comprendre qui a fait ça. Et ils commencent à disparaître à un rythme beaucoup plus rapide que la normale. Et ta réaction exacte a été de dire « Tu sais quoi? Je pense que maintenant serait un excellent moment pour une expérience VR immersive. » C'est vraiment n'importe quoi. Et tu sais ce qui a été le plus gênant? C'est qu'il se soit écoulé 45 minutes avant qu'un de tes potes ne se soit souvenu que tu n'étais pas là. Ils ont vu 2 cadavres et ont essayé de s'enfuir à 2 reprises avant de penser à te prévenir. Et il a fallu que ce soit toi qui les trouves pour que la fille dont tu étais venue fêter l'anniversaire ait l'air de se soucier de ta petite vie. Ou de ta mort. Honnêtement, avec tes compétences de survie, je ne peux pas les blâmer. Ils pensaient probablement que tu étais déjà morte. Maintenant, je sais pas à quel point la technologie de ce Dave & Buster's canadien est censée être avancée, mais je n'ai jamais entendu parler d'un jeu VR capable de vous tapoter sur votre putain d'épaule. L'ignorer une fois est une chose, mais après que Mickey a commencé à essayer de te chuchoter des trucs à l'oreille comme les Yin Yang Twins, c'était probablement le moment de te rendre compte que tu pourrais être en danger.
Mais même si je mets tout ce qui s'est passé avec Mickey de côté pour un moment, tu as entendu une alarme incendie et ton instinct t'a poussé à errer vers les bureaux dans l'arrière-boutique. Honnêtement, je suis surprise que tu aies réussi à survivre aussi longtemps. Pour quelqu'un qui a les capacités de survie d'un paresseux à 3 doigts, je suppose que tu t'es plutôt bien débrouillé. Mais il semble que ta chance se soit envolée, parce que Gemma, tu as merdé. Pendant le chaos, Danny s'échappe dans l'arène de Laser Game où il trouve Rebecca qui se cache toujours du tueur. Après avoir entendu l'annonce, il décide qu'il ferait mieux de se diriger vers le toit. Mais la souris est toujours dans le labyrinthe avec eux. À l'aide des caméras, Marcus essaie de les informer de l'endroit d'où vient le tueur. Mais il se déplace trop vite pour que ses conseils soient efficaces. Alors qu'ils courent pour sauver leur vie, Rebecca trébuche accidentellement, ce qui donne à la souris le temps de les rattraper. Elle coupe le tendon d'Achille de la jeune fille pour qu'elle ne puisse plus s'enfuir, avant de se tourner à nouveau vers Danny. Rebecca lui dit de continuer à courir, mais Danny décide qu'il est temps de se battre. Et la souris le terrasse d'un coup de poing dans les reins avant de forcer Danny à s'agenouiller et de lui planter un couteau dans la tête juste devant elle. Ce qui fait 8 victimes, et il en reste 6. Alex se dépêche de rejoindre les autres en expliquant frénétiquement ce qui est arrivé à Gemma et comment elle a vu la souris disparaître comme par magie. Ses amis ne sont pas aussi surpris qu'on pourrait le croire d'apprendre ça, mais ils doivent quand même trouver un moyen de survivre. Ils sont sur le point de se rendre sur le toit quand tout à coup, Jenna débarque devant la porte d'entrée. Alex se rend compte qu'elle est sur le point de mourir et elle se met à frapper aux fenêtres en criant à la jeune fille d'appeler le 911. Mais dès qu'elle s'approche de la porte, le tueur se précipite par derrière et la poignarde à la poitrine. Ce qui fait 9 victimes et il en reste encore 5. Le tueur tape sur la vitre et commence à se moquer d'Alex parce qu'elle pleure, refusant de la tuer tant qu'il n'aura pas fini de jouer à son petit jeu. Quand elle rejoint les autres, elle découvre qu'ils ont trouvé Ryan et il l'interroge pour savoir ce qu'il sait. Il réalise qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Et Alex explique la situation en pensant qu'il s'agit peut-être d'un de ses partenaires de hockey qui aurait poussé la plaisanterie un peu trop loin. Les filles lui donnent raison en faisant remarquer qu'il est beaucoup trop bête pour être le cerveau de ses attaques. Et elles en ont la preuve quand la souris apparaît tout à coup de l'autre côté de la pièce. Ryan, qui a trouvé un élan de courage, s'approche pour essayer de raisonner le gars, mais il finit par se prendre une clé à molette en plein visage. Avant qu'il ne puisse terminer le travail, Alex utilise le stroboscope de sa lampe de poche, ce qui a pour effet d'attirer à nouveau l'attention du tueur sur eux. Cette fois, le tueur lui arrache la lampe des mains, mais Marcus arrive avec une batte de baseball et le frappe à l'arrière de la tête, l'assommant suffisamment longtemps pour que les autres puissent le maintenir au sol. Ryan tente de le coincer sous une chaise, mais le tueur parvient à s'échapper après avoir écarté la lumière de Marie, et il disparaît sans laisser de traces sous leurs yeux. Après s'être regroupés, Marcus fait remarquer que la lumière stroboscopique semble lui ôter son pouvoir de téléportation, ce qui veut dire qu'il pourrait le tuer s'il parvenait à le piéger en quelque sorte sous sa forme physique. Ok, ils se préparent pour l'affrontement final, mais le plan pourrait facilement se retourner contre eux si quelque chose tourne mal. À présent, ils devraient plutôt essayer d'éviter la confrontation. Et comme Alex a réussi à activer l'alarme incendie, les secours ne devraient pas tarder à arriver. Il faut juste qu'ils survivent assez longtemps jusqu'à ce qu'ils arrivent. Se mettre en position défensive et utiliser le stroboscope pour contrer ses capacités est un moyen d'y parvenir. Mais quitter le bâtiment reste l'option la plus viable. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'échapper. Et pourtant, ils n'ont toujours pas essayé de forcer une porte ou une fenêtre pour s'enfuir. S'ils décident que la violence est vraiment la seule solution, alors ils ont déjà raté l'occasion de le tuer quand ils l'ont attrapé la première fois. Et c'était probablement la meilleure chance qu'ils aient jamais eue. Je veux dire sérieusement, ils ont carrément laissé la lampe leur échapper des mains. Non pas une fois, mais 2 fois. Ces crétins ont vraiment besoin d'apprendre à utiliser cette petite sangle avant de retomber dans le même piège. Au moins, ils savent maintenant qu'ils peuvent blesser le gars physiquement. Mais vu le danger qu'il représente, pourquoi s'en préoccuper ? Ce qu'ils devraient faire, c'est se tirer d'ici pour commencer. Et au lieu de ça, ces crétins vont se lancer délibérément dans une bataille contre ce type qui peut se téléporter. Et Dieu sait quoi d'autre encore. Pour ce qui est de leur stratégie, le seul moyen d'y parvenir est de faire ce que nous avons déjà mentionné. Ils doivent paralyser Mickey avec les lumières stroboscopiques, puis dès qu'ils l'auront mis à terre, ils devront lui arracher le masque et le jeter dans les flammes du mont Destin avant qu'il ne puisse posséder quelqu'un d'autre. Vous vous dites peut-être qu'ils ont un plan solide, mais ils sont sur le point de découvrir que Mickey a encore quelques mystérieux maxi-outils dans sa manche. Alex prend la lampe de poche et crie qu'elle veut changer les règles du jeu. Elle crie qu'elle va se rendre dans le Jungle Gym et défie la souris de venir la chercher en lui disant qu'elle se rendra s'il arrive à l'attraper. Mais si la souris ne parvient pas à la capturer, elle devra laisser tous ses amis libres de partir.
La souris accepte en pensant qu'il n'y a aucune chance qu'Alex et ses amis soient plus malins qu'elle. Et il est maintenant temps pour Alex et ses potes de tendre leur piège à souris. Quelques minutes plus tard, la souris entre avec assurance dans le Jungle Gym et elle voit Alex qui l'attend déjà dans les niveaux supérieurs. Elle la bombarde de stroboscopes dès qu'elle est dans son rayon d'action. Et la souris commence à lancer ses armes sur Alex et ses amis. En actionnant un bouton, l'équipe active des lumières clignotantes dans toute la zone, ce qui provoque un début de panique chez la souris. Pendant qu'elle est distraite, les deux garçons se précipitent pour la maîtriser, et Alex s'approche pensant qu'ils ont enfin le dessus. Mais au lieu de s'en faire, la souris se met à rire maintenant qu'elle est à sa portée, et les lumières passent tout à coup du clignotement au rouge sang. Tout à coup, la souris disparaît, et elle réapparaît juste derrière Alex, avant de lui trancher la tête avec une putain d'épée au moment même où les camions de pompiers arrivent enfin à l'extérieur. Après avoir accompli son dernier meurtre, la souris disparaît à nouveau. Elle a fait 10 victimes, et il y a 4 survivants. Et elle laisse les amis d'Alex complètement traumatisés par ce dont ils viennent d'être témoins. Au poste de police, la porte de la cellule de Rebecca s'ouvre tout à coup, et une voix démoniaque lui dit que ça ne fait que commencer. Et s'il y a bien une chose qu'on peut retenir de ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils auraient vraiment dû faire cette petite fête chez Freddy Fazbear's Pizza au lieu de la faire ici. Mickey's Mousetrap. Ça veut dire que c'est quoi la suite? Le massacre de Betty Boop? En fait, je regarderais bien volontiers le massacre de Betty Boop. Mais ouais, Winnie the Pooh, The Mousetrap, qu'est-ce qui se passe avec ces personnages? Allez, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment. Parce que bon sang de bonsoir! N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de consulter la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!